Exhumés à la fin du siècle dernier, après plus de 2 millénaires d'oubli, les archers de Suse apparurent comme les messagers de souverains disparus. Dit le roi Artaxerxès, grand roi, roi des rois, roi des pays, roi de cette terre, fils du roi Darius, fils du roi Artaxerxès, d'Artaxerxès, fils du roi Xerxès, de Xerxès, fils du roi Darius, de Darius, fils d'Istaspe, l'Achéménide, Seth Apadana, Darius, mon trisaïeul l'a bâti. Grâce à cette inscription gravée sur la base de 4 énormes colonnes découvertes au milieu du siècle dernier par le géologue Loftus, Jeanne et Marcel Dieulafoy savaient déjà, lorsqu'ils entreprirent en 1884 l'exploration du site de Chouch, qu'ils allaient à la recherche des vestiges de l'ancienne ville de Suse et que le tel septentrional abritait les restes d'une Apadana, ou grande salle à colonnes entourée de portiques, construite au VIe siècle avant Jésus-Christ par Darius, 3e roi de l'Empire perse Achéménide. Seules quelques collines au pied desquelles se dressait un mausolée vénéré comme le tombeau du prophète Daniel évoquaient alors le souvenir de cette antique capitale, fondée à la fin du 5e millénaire dans la plaine fertile qui prolonge vers l'est, celle de Mésopotamie, berceau des premières civilisations mais toute proche de l'Iran montagneux aux cultures plus secrètes. Leurs efforts furent rapidement récompensés par 2 découvertes d'importance. D'abord, un des chapiteaux à double protome de taureau qui couronnait les colonnes de la Padana. Puis, un peu plus au sud, tout un pan de mur en briques émaillées sur lequel se déroulait une frise de lion. Poursuivant leurs fouilles dans le même secteur l'année suivante, après avoir creusé une nouvelle tranchée, ils trouvèrent, à 4 mètres de profondeur, ce qui leur apparut comme d'énormes massifs lardés de briques émaillées. Ils venaient de mettre au jour les restes épars du bas-relief des archers. Tournés vers la droite ou vers la gauche, mais représentés dans la même position, tous de même taille, les archers sont vêtus de la robe de cour que portait en temps de paix le roi lui-même, ses dignitaires et ses gardes. Dans le plissé, qui apparaît avec Darius et restera caractéristique de la mode perse, se mélange des influences venues du monde grec contemporain et de l'Iran plus ancien. L'étoffe était richement ornée de motifs variés, dont les archers nous offrent 2 exemples différents. Des coiffures diverses accompagnaient ce costume. Ici, un bandeau torsadé enserre une chevelure bouclée. Dans le visage, identique pour tous et dont la couleur foncée semble être purement conventionnelle, seul l'œil vu de face vient rompre le profil parfait. Les bracelets ouverts à tête animale, portés à chaque bras, comme les boucles d'oreilles en croissant de lune, reproduisent des modèles également connus par de véritables bijoux. L'armement est le même pour tous. Arc et carquois sur l'épaule gauche, longue lance tenue à 2 mains, et dont l'extrémité inférieure, en forme de grenade, repose sur le pied chaussé de cuir souple. Dieulafoy voyait en eux les immortels décrits par Hérodote, gardes d'élite accompagnant le roi dans ses campagnes, et ainsi nommés parce qu'ils étaient toujours au nombre de 10 000, l'arrivée de recrues nouvelles effaçant immédiatement les morts individuelles. Hypothèse séduisante, mais impossible à vérifier. En effet, la tenue de combat des soldats perses, telle que l'a décrit Hérodote, est bien différente de celle que l'on voit ici. Mieux adaptée à la vie militaire, elle se composait de tuniques, de cuirasses d'écailles et de pantalons, dont des briques isolées nous montrent les dessins bariolés. La frise des archers, ainsi que celle des lions,
fut interprété au moment de sa découverte comme un des éléments du décor de la Padana. Il fallut attendre les travaux de la délégation en Perse, fondée en 1897 par Jacques de Morgan, complétée plus récemment par ceux de la mission Jean Perrot, pour comprendre que la salle d'audience, construite sur le même plan que celle de Persépolis, était complétée à Suse par un palais de type babylonien traditionnel, ordonné autour de 3 cours principales, à la manière de celui de Nabuchodonosor II de Babylone, et orné comme lui de reliefs de briques émaillées. L'ensemble était construit sur une énorme terrasse artificielle à laquelle on accédait à l'est par une porte monumentale, flanquée de 2 statues colossales, dont une au moins exécutée en Égypte représentait Darius. Une esplanade conduisait à la résidence royale. Des 3 cours, la première était la plus grande, lieu public et sans doute résidence des gardes. La plus reculée abritait au sud l'appartement royal, composé pour l'essentiel de 2 grandes salles disposées en largeur, donnant sur une pièce plus petite. De part et d'autre de la dernière porte, 2 tables de fondation étaient enfouies sous les murs. Comme sur cette tablette trouvée à la Padana, Darius y explique que ce palais qui est construit là, il l'a édifié. Et qu'il l'a décoré d'or, d'argent, de lapis-lazuli, de turquoise, de cornaline, de bois précieux et d'ivoire, venus des 23 parties de l'Empire, qui s'étendaient alors de l'Égypte à la côte ionienne à l'ouest, de l'Indus à l'Asie centrale à l'est. Chaque pays offrait aux souverains ses meilleurs produits, ses meilleurs artisans. Car seule la perfection était concevable pour ce gigantesque palais de Suse, capitale administrative de l'Empire. Palais qui se voulait le symbole de la puissance du roi. Et si son décor, réalisé avant celui de Persépolis dans une région proche de l'antique Mésopotamie, reste comme son architecture tributaire du passé, l'idéologie des nouveaux maîtres du monde y apparaît déjà. Si les animaux attributs des dieux de Babylone ont servi de modèle, on trouve dans les taureaux ailés, les lions, les griffons, les sphinx de Suse, le souvenir de traditions multiples remises au goût du jour. Mais le symbolisme de ces figures protectrices a déjà perdu de sa vigueur et leur fonction semble être surtout décorative. L'harmonie raffinée des bleus pâles, des verts bleutés, des jaunes, relevée par les taches plus éclatantes des oranges ou plus sombres des bruns, répondait à la polychromie des métaux, des pierres et des essences précieuses, à l'éclat de la vaisselle utilisée dans les fastueux banquets donnés en plein air par le roi. La répétition des motifs, leur stylisation froide et élégante qui fige le mouvement sans le faire disparaître, visait à donner une impression de stabilité et de force, expression d'un monde définitivement pacifié. Les archers, évocation de l'armée perse, venaient tout naturellement prendre place dans ce dessin. Vraisemblablement postés aux abords de la maison royale, ils renforçaient l'effet produit sur le visiteur par la garde vivante. La signification du décor qui s'élabore à Suse s'affirmera plus explicite à Persépolis, cette autre capitale située dans l'ancien pays d'Anshan, où était venu se fixer, après une longue migration, le peuple perse.
Fondée par Darius, brûlée par Alexandre, Persépolis reste le symbole de l'empire achéménide et le lieu où se sont fixés les canons de son art. Homme nouveau, sans passé architectural ni iconographique, les Perses, en reprenant les thèmes traditionnels des anciennes civilisations que leur univers remplaçait, en éliminèrent tout sens mythologique et tout aspect anecdotique. Par l'uniformité voulue des visages et des attitudes, en contraste avec le réalisme des objets et des costumes, ils transformèrent les individus en symboles afin d'exprimer un idéal laïque incarné par le roi. Mais la personne même du souverain, fondue dans une lignée et dans un peuple, s'efface devant une image plus générale, universelle et permanente de la royauté, image qu'a voulu laisser de lui Darius en faisant graver sur son tombeau. Je suis Darius, le grand roi, roi des rois, roi des contrées, roi de cette grande et large terre, un Perse, fils de Perse, un Arien de lignée arienne. Par la grâce d'Ahura Mazda, voici les provinces que j'ai conquises au loin. Je les ai gouvernées, elles m'ont payé tribut. Si tu penses que les contrées dominées par Darius étaient peu nombreuses, alors regarde l'image de ceux qui supportent mon trône. Royauté souveraine. Royauté protectrice, créatrice de cet univers harmonieux, elle le protège par la présence du héros royal aux portes des palais, combattant les forces hostiles incarnées par des monstres. Mais le roi est aussi cet homme perse, fort de l'assistance des nobles de sa race et de ses alliés mèdes, comme de celle de son armée, masse indifférenciée, équilibrée, compacte. Sculptés dans la pierre ou moulés sur la brique, les gardes ont aussi pour mission de faire savoir que leur protection s'étend au-delà des limites de la maison royale. Et les archers de Suse, au lendemain de la bataille de Salamine, auraient pu se joindre au cœur des anciens qui ouvrent la tragédie d'Échille. Nous sommes, les autres Perses sont partis pour la terre de Grèce. Nous sommes ceux qu'on appelle les fidèles, gardiens de ces palais opulents et chargés d'or. En raison de notre dignité, le prince Xerxès lui-même, roi, fils de Darius, nous a choisis pour veiller sur son pays. De Suse apparurent comme les messagers de souverains disparus. Dit le roi Artaxerxès, grand roi, roi des rois, roi des pays, roi de cette terre, fils du roi Darius, fils du roi Artaxerxès, d'Artaxerxès, fils du roi Xerxès, de Xerxès, fils du roi Darius, de Darius, fils d'Istaspe, l'Achéménide, cette Apadana, Darius, mon trisaïeul, l'a bâtie. Construite au VIe siècle avant Jésus-Christ par Darius, troisième roi de l'empire perse achéménide. Seules quelques collines au pied desquelles se dressait un mausolée vénéré comme le tombeau du prophète Daniel évoquaient alors le souvenir de cette antique capitale, fondée à la fin du 5e millénaire dans la plaine fertile qui prolonge vers l'est, celle de Mésopotamie, berceau des premières civilisations mais toute proche de l'Iran montagneux aux cultures plus secrètes. Grâce à cette inscription gravée sur la base de 4 énormes colonnes découvertes au milieu du siècle dernier par le géologue Loftus, Jeanne et Marcel Dieulafoy savaient déjà, lorsqu'ils entreprirent en 1884 l'exploration du site de Chouch, qu'ils allaient à la recherche des vestiges de l'ancienne ville de Suse et que l'hôtel septentrional abritait les restes d'une Apadana, ou grande salle à colonnes entourée de portiques. Leurs efforts furent rapidement récompensés par 2 découvertes d'importance. D'abord, un des chapiteaux à double protome de taureau qui couronnait les colonnes de la Padana.
Exhumés à la fin du siècle dernier, après plus de 2 millénaires d'oubli, les archives